aussi. De nouveau, non, on n'a pas la même position. Moi, je réalise du bike fitting et souvent on me pose la question. En général, le home trainer a tendance à surélever un petit peu l'arrière du vélo. Je dis un petit peu, hein, c'est pas énorme. Et donc, on a toujours un peu cette tendance à sentir qu'on tombe sur l'avant. Donc, ces blocs qu'on voit, un peu spécifiques pour mettre cette roue avant, permet de venir un peu remettre le niveau à zéro et d'être un peu comme sur route, à plat. Ouais. Ça apporte du confort. Ça apporte aussi, en tout cas, ça empêche d'avoir des appuis supérieurs au niveau de l'assise parce qu'on va rester un peu plus statique. On reste 1 heure à pédaler sur ce vélo de manière statique, on bouge beaucoup moins. Et donc, ce bloc va permettre, en tout cas, d'avoir un peu moins d'appui au niveau de l'assise, d'être un peu plus confortable. Cet épisode et cette saison vous est proposé par mon partenaire Urban Trisport. Urban Trisport, c'est un spécialiste en physique et en ligne de l'univers du triathlon. Vous pouvez y retrouver un large choix de chaussures de running, de cyclisme, une large gamme de nutrition avec différentes marques et différents produits, ou alors par exemple les derniers casques aéro qui vous permettront d'aller encore plus vite sur votre prochaine course. Urban Trisport, c'est vraiment une équipe qui sera capable de vous conseiller, mais aussi de vous accompagner dans vos problématiques, comme par exemple avec de la location de combinaisons ou alors de valises vélo pour aller faire le voyage et la course de vos rêves à l'autre bout du monde. Vous pouvez retrouver directement en lien de ce podcast le site internet pour découvrir leur univers et je vous dis une très bonne écoute. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dédié à la pratique d'un sport, le vélo, mais le vélo en intérieur. Bon, là on est spécialement en Belgique, moi j'ai beaucoup rigolé là-dessus, j'ai énormément froid, je me vois pas aller rouler dehors, mais finalement le home trainer dans des grandes villes, dans l'entraînement, parfois l'efficacité, etc., c'est quand même un sport qui est très pratiqué et une solution assez abordable. Arnaud, je pense que tu vas énormément nous aiguiller là-dessus parce qu'on en parlait tous les trois en off. C'est très très compliqué de savoir quoi choisir. Déjà, le home trainer, comment toi tu le définis et quelles sont, on va dire, les différentes possibilités de le pratiquer? Est-ce qu'on peut considérer qu'un vélo d'appartement, c'est un home trainer? Comment tu vois un petit peu la chose sur cette pratique-là? Écoute Valentin, les vélos d'appartement, pour moi, c'est pas tout à fait identique par rapport à un home trainer. Le home trainer, c'est vraiment, une pièce sur laquelle tu viens fixer ton vélo. Après on détaillera un peu ces différentes possibilités parce qu'on peut étaler beaucoup de choses sur les home trainers, mais de base la puissance que tu vas développer sur un vélo d'appartement et la fluidité va être complètement différente par rapport à un home trainer sur lequel tu viens fixer ton vélo. Okay. L'autre avantage aussi, c'est que pour les triathlètes surtout, tu gardes ta position. Donc tu peux travailler avec le même vélo, la même position, donc ton feeling est totalement différent par rapport à un vélo d'appartement où, en général, c'est une selle un peu mamie, comme on dit, c'est une fluidité qui est totalement différente, et alors le travail aussi qui est un peu différent par rapport à ton propre vélo, quoi. Et justement, donc comme tu dis, on voit quand même une différence entre le vélo d'appartement et le home trainer, mais le home trainer, quand on commence, on se dit allez, je vais passer à cet aspect, je vais me motiver parce qu'on voit, et on en parlera un petit peu, il y a quand même cet aspect motivation, et là on parlera de différentes applications qui peuvent exister pour se motiver, mais quand on arrive sur ce marché-là, c'est un peu comme on avait eu des discussions déjà avec toi sur les combis, les trifonctions, le matériel. On voit de tout budget, certains qui sont quand même très onéreux, et on voit des premiers home trainers à partir de 100 euros. C'est quoi la différence? Il y a du manuel, il y a des choses connectées, comment ça se passe, le rouleau, tout ça? Ouais, alors déjà de base, il y a le home trainer dit classique. En Belgique, on a tous cette image du vélo de Guylain Lambert où le mec roule dans sa cave sur un vieux rouleau. Maintenant, ça, c'est clairement, on va dire, obsolète. Hein. Et heureusement, parce que c'était hyper abrutissant, hein, on va dire. On parle beaucoup des home trainers connectés. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc soit on a le home trainer classique rouleau, comme je viens de citer, soit le home trainer connecté qui, lui, va se permettre de venir se plugger une appli de son choix. Ça se connecte par Bluetooth ou ANT+. Alors à ce moment-là, on peut programmer ses entraînements, on peut faire des circuits, on peut même se donner rendez-vous entre potes
pour faire des rides, hein, tout simplement, se confronter à des pros qui roulent sur place, online, on va dire. Ça, c'est vraiment pour moi les grosses différences entre un home trainer à 100 € qui, effectivement, serait un home trainer rouleau, qu'on appelle ça, les anciens rouleaux, où on vient déposer le vélo avec sa roue sur le rouleau. Ou alors, on a vraiment le home trainer dit direct drive, hein, donc on enlève la roue arrière du vélo, on vient fixer cette roue sur le home trainer, et c'est le home trainer qui va faire l'effet de roue, entre guillemets, et ce home trainer est connecté. Et justement, sur ces aspects rouleaux, tu sais, il y a vraiment, je vais essayer d'être clair pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, mais il y a vraiment les deux rouleaux où il y a le vélo qui vient se positionner, et après, il y en a un où, tu sais, tu viens bloquer ta roue, et derrière, il y a une résistance derrière contre un rouleau. Ouais. Est-ce qu'il faut une roue spécifique là-dessus? Il y a des choses qui arrivent. Je te pose cette question parce que j'ai cramé quand même quelques pneus au début avant de comprendre qu'il y avait des solutions. Comment on peut faire justement sur cet aspect-là? Ouais, alors j'allais te dire, en général, une roue spécifique, non. J'éviterais tout de même quand même la roue carbone, hein, pour pur frottement, ça crée un échauffement, donc le carbone n'aime pas trop ça, hein. On a connu ça à l'époque dans l'école quand on descendait avec les freins patins, c'était parfois risqué. C'est un peu le même principe, sauf que tu es attaché à ton rouleau, donc en général c'est un peu moins de risque dans un col. Alors pour la surchauffe des pneus, bah oui, on a tous fait l'expérience, on roule pendant 1 heure, le pneu chauffe, hein, comme pour la jante, et puis il claque tout simplement. Donc il y a des pneus spécifiques qui existent. Okay. À l'occurrence, c'est des pneus de couleur. En général, Schwalbe en fait un qui est, je pense, rouge, un pneu spécifique home trainer. Je pense à Tax qui fait un pneu bleu aussi. Ouais. Voilà, c'est tout bleu, c'est moche, mais c'est spécifique pour la surchauffe. On n'est pas là pour être tout beau sur le home trainer, mais pour être efficace. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, c'est vrai que des fois, comme tu le disais, c'est des budgets qui sont un peu moindres, contrairement à des vélos où... des home trainers, justement, on vient mettre le vélo sans la roue, mais finalement, on se rend compte que faut quand même changer soit le pneu directement, ou tu vois, moi, je m'étais rendu compte au bout d'un moment, changer le pneu, c'est quand même assez, on va dire, contraignant, et du coup, tu achètes une roue, puis une cassette, donc finalement, en fait, en termes de prix, à la fin, on va arriver pratiquement sur des budgets presque similaires, quoi. Oui, clairement, avec les petites dépenses supplémentaires, comme ça, on arrive vite à un pneu entre, je sais pas moi, 50 et 100 €. Après aussi, c'est une question d'équilibre sur le vélo. Je pense que la stabilité n'est pas la même. Donc on parle souvent du tarif, mais encore une fois, c'est home trainer, sauf si on vient fixer la roue avant, il faut quand même avoir un bon équilibre, hein. On avait vraiment les 3 rouleaux, hein, une petite bande à l'avant qui tournait et 2 à l'arrière. Moi j'appelle ça plutôt des rouleaux d'échauffement à l'heure actuelle. Donc on voit un peu plus ça en cyclocross par exemple. Ici en Belgique, c'est assez populaire. Les mecs s'échauffent 1 demi-heure, 1 heure là-dessus, pourquoi pas. Mais dire de faire ces séances, écoute, moi ici en Belgique, quand j'ai préparé mon dernier Ironman, j'ai passé des séances de 180 bornes sur mon home trainer, donc 6 heures sur l'home trainer, en mode endurance. S'il n'y a pas une appli où je vais dire, si je ne suis pas attaché correctement, au bout de 6 heures, je crois que je vais me retrouver dans le mur en face. Donc clairement... moi, je recommande quand même le côté confort et de passer au budget supérieur si possible, quoi. Ok. Et justement, tu vois, on entend souvent parler justement des watts, etc. Mais dans les auditeurs, on a vraiment des gens qui commencent, des gens qui sont confirmés, etc. Est-ce que, par exemple, sur le home trainer, il y a un contrôle de résistance qui est disponible? Est-ce qu'on peut mettre de la pente? Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir un compteur GPS ou alors des pédales, on va dire, capteurs de puissance? Quelle info on a quand on passe justement à ce home trainer où on enlève la roue qui est connectée, etc. Ouais. Alors là, c'est une très bonne question et on peut débattre sur plusieurs sujets. Pour moi, en tout cas, pour tout ce qui est puissance, le wattage, ça devient un peu un outil d'entraînement, même pour l'amateur, entre guillemets, qui commence un peu à faire les choses de manière sérieuse. Donc, le home trainer va donner effectivement un wattage. Donc, on a souvent une appli qui est disponible, qui appartient à la marque du home trainer. Okay. Donc, on n'a pas besoin spécialement de se connecter à une appli extérieure pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, on a aussi une grosse tendance, et moi je le vois et je le constate dans les ventes, c'est que chacun achète son capteur de puissance qui est directement attenant au vélo, soit dans la manivelle, soit dans le boîtier de pédalier, soit dans les pédales. Je recommande toujours de travailler toujours avec le même outil, le même capteur, pour avoir toujours les mêmes données. Parce qu'on en parlait en off, les home trainers peuvent donner des informations qui sont différentes. Et donc, l'avantage de passer avec son propre
capteur de puissance, c'est qu'on a toujours la même donnée. Ouais. En tout cas, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est assez similaire. Et il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Maintenant, je parle vraiment en termes de connexion d'appli. Ouais. On peut avoir quand même séparément, si on n'a pas de capteur de puissance, les données de puissance via le home trainer. Et on peut choisir une pente, une vitesse, une difficulté avec la simple appli qui est fournie avec la marque du home trainer. Donc justement, en fait, si, imaginons on met de la pente, tu vois, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que je vais mettre une pente de 5%. Est-ce que finalement, c'est dans mes choix de vitesse, je vais devoir changer ou justement ça va s'adapter? Comment le système il fonctionne réellement quand il y a une simulation de pente? Est-ce qu'on peut faire l'Alpe d'Huez par exemple sur son home trainer, quoi? Oui, on sait le faire. Alors là, on parle vraiment de circuits bien spécifiques et donc on retrouve ça dans des applis type Zwift, Full Gas ou autre. Maintenant, la difficulté de la pente peut être mise tout simplement en choisissant la difficulté sur l'appli du home trainer. Et donc là, on va se retrouver avec, comme je le dis, un changement de puissance directement sur cette application. Et donc, ça va simuler une pente, tout simplement. Ok. Et justement, là, je suis chez moi, je me dis, allez, je passe à l'achat justement de ce type de home trainer. Finalement, je suis en couple, on a chacun nos vélos, donc je me dis, on va garder la même architecture. Déjà, est-ce qu'il y a une solution qui existe de se dire, on n'a pas besoin de changer nos vélos réciproquement tous les deux? Est-ce qu'il y a un cadre spécifique qui peut exister, par exemple, qui est arrivé sur le marché ou pas? Oui, ça se fait de plus en plus. En tout cas, déjà de base, je vais prendre l'exemple typique de Tacx ou Wahoo, les deux grands du home trainer. Ils ont un vélo connecté sur lequel on peut directement reporter ses cotes, personnaliser sa selle. Il suffit de changer de selle. On peut même mettre un prolongateur sur le guidon, ce genre de choses. Ils ont la vitesse électronique, donc intégrée sur le vélo. On a des longueurs de manivelle différentes aussi. Donc on peut adapter sa longueur de manivelle. Donc il est full adaptable, comme je dis. Ça reste un budget, mais ces vélos sont hyper complets. On ne doit pas à chaque fois détacher le vélo, switcher de home trainer. Donc parfois c'est un peu une manipulation qui est agaçante, contraignante, et ça abîme aussi. Ouais. Donc c'est une chouette solution, je trouve, mais qui reste un peu onéreuse, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que toi, tu le disais tout à l'heure, mais 180 km sur un home trainer, on voit que déjà l'aspect motivation, il est présent chez toi. Mais on se rend compte que quand on échange des fois avec certaines personnes, rien que de mettre le home trainer en fait finalement en action, de changer le vélo, finalement c'est parfois un petit blocage à l'entraînement parce que c'est quelque chose qui demande, comme tu le dis, un effort. Ça marche plus ou moins bien au début quand on n'est pas habitué. Et justement, si j'ai pas les moyens d'aller sur ce genre de service, moi je suis en patin, ma copine elle est en 10, on va dire, elle est en 10 vitesses, moi je suis en 12 vitesses. Comment est-ce que tu conseilles là de passer sur deux home trainers ou alors il y a une solution qui existe? Comment ça peut fonctionner ça? Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, moi personnellement, alors je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire, même si je suis à la source, ça m'arrive, ma compagne fait aussi du triathlon. Maintenant on a la solution, on a deux home trainers séparés, et donc on est tranquille. Mais au départ, on fonctionnait avec un home trainer, et donc moi je suis un fan de SRAM, et elle, par hasard, était sur un groupe Shimano. Faut savoir que de manière générale, SRAM et Shimano est compatible. 11-12 vitesses, je dirais pas de rouler comme ça sur route avec des cassettes et des chaînes mélangées, mais sur un home trainer, comme on ne change pas spécialement beaucoup les vitesses, ça peut passer. Okay. Donc si on veut un peu minimaliser les frais et pas s'amuser à devoir changer les cassettes, etc. Entre les deux vélos, enfin en tout cas le changement de vélo sur le home trainer, pour ma part, je prendrais le risque. Alors là, c'est une question, c'est un conseil qui n'est pas super pro, mais entre guillemets, c'est plutôt un conseil d'épargne. La personne qui change et qui switch par exemple avec un SRAM AXS et qui vient mettre une chaîne Shimano sur une cassette SRAM AXS, ça passe, mais je prendrais quand même un peu la prudence quand on roule, donc de voir que ça reste fluide, que ça saute pas faire un sprint et changer la vitesse trop rapidement avec trop de force, parce que si évidemment ça saute, c'est la catastrophe, on casse tout. Donc je serais prudent, mais entre guillemets ça peut passer, on peut prendre le risque, et parfois je le dis de manière informelle à mes clients, mais tout en prenant la prudence en même temps. Et justement, mais tu vois, par exemple, ça va dépendre des marques, et là peut-être que tu vas nous conseiller là-dessus, mais
Tu vois, moi, je vois, je suis arrivé dans la même situation que toi. Je me suis dit, deux home trainers, mais au final, on n'a même pas le même home trainer. On a pris un home trainer différent pour justement tester et avoir ce retour un petit peu sur les différentes marques. Mais en fait, je me suis rendu compte que certaines marques livraient tous les accessoires pour pouvoir mettre son axe traversant si on est à disque ou alors si on est à patin, et d'autres ne le livraient pas. Enfin, toute cette partie-là, Access, c'est un peu la mauvaise surprise. Tu sais, quand tu reçois ton entraîneur, tu te dis ah bah là je suis motivé, je vais l'équiper. Et en fait, tu te rends compte, tu mets ton vélo dessus, il tient pas, tu te dis je vais l'abîmer. Quelles sont les marques qui soit te fournissent tout le matériel directement, ou alors faut ajouter des accessoires sur cette partie-là? Ouais, maintenant, avec le changement qu'il y a eu il y a quelques années entre le patin et le disque au niveau des vélos, la grosse tendance dans toutes les marques de home trainer connectés, un tout petit peu plus haut de gamme, on se retrouve avec des kits d'axes. Donc on a l'axe classique patin, donc cet axe tout fin qu'on vient serrer de manière conventionnelle avec un genre de papillon, qu'on appelle ça vulgairement. Ou bien alors on a vraiment un axe transversant qui vient se mettre avec une partie qui est un tout petit peu plus large. Et souvent ces kits sont fournis d'origine, donc on a toujours un petit sachet dans, je pense avec Wahoo et Tacx comme on les a cités. Moi d'office j'ai toujours ce petit paquet de multi-axe qui est compatible. Alors, on a quand même parfois des ultra exceptions, et ça c'est méga frustrant. On a certaines marques de vélos, suivant la géométrie, la forme du cadre, qui ne passent pas, même sur les grandes marques de home trainer. Et c'est rare, c'est de plus en plus rare, mais ça nous arrive parfois devant un home trainer, et puis le client nous appelle pour dire ah mais mon vélo ne passe pas. Bon, généralement il repasse avec le vélo, les home trainers, c'est un peu contraignant, et on regarde avec lui, et ça nous arrivait que la forme du cadre empêchait le passage au niveau du home trainer, et donc voilà. Mais ça reste, je le répète, des ultra exceptions. C'est peut-être un peu plus courant parfois sur des vélos typés contre la montre, on en a parlé dans un épisode précédent, où les cadres sont plus larges, sont plus spécifiques, les empattements pour placer les axes sont différents, donc ça peut arriver, mais voilà, c'est de moins en moins fréquent en tout cas. Et justement, tu vois, par exemple, quand on reçoit pour le citer, le Wahoo Kicker, on a cette petite pièce et on voit qu'elle est plus large d'un côté et un petit peu moins large de l'autre côté. Comment on choisit finalement quand on ne connaît pas dans quel sens on le met? Parce qu'on peut essayer de mettre son vélo, etc. Mais cette indication-là, si je ne me trompe pas, doit y avoir marqué 148, quelque chose comme ça sur la pièce. Ouais, 135, 148, au fait. Comment on choisit en fait? Ouais, comment on choisit? C'est tout simplement, il faut tester, c'est par rapport à la largeur du cadre, l'empattement de la base arrière, et donc c'est de la longueur de l'axe. C'est simple, on le met dans un sens ou dans l'autre. Quand on le met dans le sens le plus court, si on voit que le vélo arrive sur le home trainer et qu'il manque une certaine largeur, tout simplement on retourne l'axe, donc ce petit embout, ce petit obus métallique, on vient le retourner, on le met dans la partie la plus large, donc il ressort le plus vers l'extérieur, et là on arrive à vraiment mettre la forme, donc on a vraiment comme un arrondi au niveau du cadre, et ça vient se poser sur cet anneau. On voit que ça se met naturellement, et puis quand on vient serrer l'axe, ça se resserre dessus. Évidemment, si un jour de 2 cm, c'est que l'axe est trop court et on doit le retourner. Et si dans un cas exceptionnel, on a encore un jeu, en tout cas, ce que je déconseille, c'est de venir mettre l'axe et serrer complètement le cadre pour qu'il vienne s'écraser, parce que là, il y a un risque de casse. Mais bon, c'est vraiment une question de bon sens, on le voit tout de suite, et c'est assez simple. Donc là, on a vraiment fait un focus sur l'arrière, on se rend compte que du coup, il faut juste une prise électrique. C'est un petit peu complexe au début pour appréhender la chose, mais une fois que c'est en place, finalement, ça fonctionne assez bien. Sur la partie avant, on voit souvent, sur des photos, etc., de différents athlètes, certains qui sont complètement à plat, qui laissent leur roue, certains qui ont un support en bas pour relever la roue. Comment ça se fait qu'on puisse observer ça? Est-ce que finalement, quand je suis sur mon trainer, j'ai la même position réellement que sur un vélo de route, ou alors je suis un peu surélevé Ouais, très bonne question aussi. De nouveau, non, on n'a pas la même position. Moi, je réalise du bike fitting et souvent on me pose la question. En général, le home trainer a tendance à surélever un petit peu l'arrière du vélo. Je dis un petit peu, c'est pas énorme. Et donc, on a toujours un peu cette tendance à sentir qu'on tombe sur l'avant. Donc, ces blocs qu'on voit, un peu spécifiques pour mettre cette roue avant, permet de venir un peu remettre le niveau à zéro et d'être un peu comme sur route, à plat. Ça apporte du confort. Ça apporte aussi, en tout cas, ça empêche d'avoir des appuis supérieurs au niveau de l'assise, parce qu'on va rester un peu plus statique. Quand on reste 1 heure à pédaler sur ce vélo, de manière statique, on bouge beaucoup moins. Et donc, ce bloc va permettre, en tout cas, d'avoir un peu moins d'appui au niveau de l'assise, d'être un peu plus confortable. Et voilà.
Et justement, tu vois, on voit ce bloc-là et on a parlé de budget, on se rend compte que ça peut aller de 100 euros pour commencer et finalement, c'est toujours une question de confort. Enfin, moi, j'ai plutôt cette vision-là en tant qu'athlète et puis dans ma vie de me dire, bah, je prends quelque chose de confortable, si je peux, ça coûte un peu plus cher, mais au moins j'en ferai parce que déjà, en termes de motivation, il faut quand même être motivé pour faire du home trainer. C'est un effort qui est plus dur, qui est plus constant. On voit de plus en plus de gadgets arriver parce que malgré tout, certes, là j'ai mon home trainer, comme tu le dis, je suis bien, j'ai mis ma petite cale devant, mais je ne retrouve pas les sensations que j'ai en extérieur. Ouais. Ça reste différent. On voit maintenant des systèmes où on vient fixer sa roue avant directement sur quelque chose et derrière des plaques qui bougent un peu. Ça sert à quoi réellement? Ça simule, on va dire, la réalité, mais est-ce que tu as déjà essayé et est-ce que c'est vraiment efficace? Alors oui, j'ai déjà essayé. Donc c'est des plateformes qui viennent bouger, donner une sensation un petit peu plus réelle, on va dire. Maintenant, ça reste un accessoire, c'est pas obligatoire. Mais clairement, quand on a ce mouvement, bien, on va dire on a un peu une sensation d'être un peu plus dans la réalité. Ok. D'autant plus avec ces applis où on voit les routes réelles. On parlait aussi de la roue avant, bien, on parle par exemple le Wahoo Kicker Climb, Ouais. qui va permettre de simuler la pente. Ok. Donc au moment où le home trainer va se durcir, la roue avant va commencer à se lever légèrement, un peu comme sur une pente, hein. Et ça permet de venir simuler des sensations qu'on retrouve dans la réalité sur la route, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, on retrouve presque, comme tu disais, une position assez similaire, vu que le vélo, il va venir monter. Donc, certes, c'est gadget, mais ouais, c'est vrai, on le voit de plus en plus arriver. Et avant de passer à la partie vraiment appli, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est sur la partie entretien du vélo. Est-ce que ça va l'abîmer? Tu vois, j'ai des potes, ils se disent non, non, attends, moi je mets pas mon vélo dessus, j'ai acheté un vélo sur le bon coin et au final ils n'ont pas les mêmes cotes et ils mettent ça sur le home trainer. Toi, en termes d'entretien, en termes de, on va dire, abîmer le matériel, etc., tu conseilles quoi justement dès qu'on a fait une session home trainer, sachant qu'il y a quand même pas mal de sudation, quoi? Ouais. Alors ça, c'est le problème numéro un, c'est la transpiration qui tombe sur toute la visserie, sur le cadre, etc. Ben, il est clair que quand on roule, en général, on prend un essuie, on vient protéger son home trainer. Il existe même un peu des genres de, je vais appeler ça un genre d'élastique qu'on vient mettre entre la selle et le guidon pour transpirer dessus, pour pas que ça tombe au niveau du cadre. C'est pas mal. Ben, clairement, une fois qu'on a roulé, il faut bien essuyer, bien sécher le home trainer. On constate sur les triathlètes qui roulent sur leur vélo de TT, on a les repose-coudes avec les petites vis et on le voit tout de suite, elles sont tout de suite oxydées quand ça arrive à l'atelier. Donc bien séché, ça, bien nettoyé. Ok. Si on fait un bon montage, une petite pâte blanche aussi sur sa vis vient permettre d'éviter l'oxydation. Donc vraiment une graisse qu'on vient mettre sur sa vis. Ok. Euh, Au niveau de la direction aussi, on met souvent sur l'avant et on transpire Ouais. sur l'avant du vélo, ça vient tomber dans la direction et les roulements de la direction viennent s'oxyder et sont tout rouillés, hein, tout simplement. Et ouais. Donc il faut venir sécher ça correctement. Ok. Ça c'est la base, on ne laisse pas son vélo tout sale, rempli de transpiration, on l'essuie par après. Et si on peut le protéger pendant l'effort, c'est encore mieux. Donc on vient mettre un petit essuie sur toute la partie du guidon, sur la partie de la potence, hein, on va dire. Comme ça tombe sur l'essuie et puis après on vient tout sécher, quoi. Ouais, Tout c'est simplement. vrai, parce que c'est vrai qu'il y a une sudation qui est vraiment conséquente et sur on va dire, sur de l'intensité, des sprints, etc. Est-ce il y a un risque pardon, de contrainte sur le vélo ou finalement ça reste moindre? Alors la contrainte sur le vélo en elle-même, pour moi, il n'y a pas trop de danger. Ces vélos sont quand même conçus pour avoir de la contrainte. On le voit bien sur la route. Bon, c'est sûr que si on vient pousser 1500 watts en plein sprint avec un vélo sur un home trainer, ça peut créer une torsion ou un peu une force qui est un peu extrême sur ce vélo. Bah, après, ceci dit, si on l'utilise de manière normale, qu'on va faire son wattage Ouais. en mode endurance et faire un petit intervalle dessus, pour moi, il n'y a aucun danger. Le danger, il est plutôt, on en parlait ici précédemment, c'est quand on change et qu'on vient fixer ce vélo sur le home trainer, de venir griffer un peu les bases arrière, de venir un peu l'abîmer quand on le place sur le home trainer. Donc là, il faut toujours être prudent, pas s'exciter, pas s'énerver parce que ça ne passe pas. Souvent, on est là en train de s'énerver, on pousse, on va dans tous les sens, on a tous connu ça. On évite ce genre de choses. On vient tirer un peu le dérailleur en arrière, on le place dessus. Mais après, clairement, au moment de l'utilisation, pour moi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de casse si on l'utilise de manière normale. Ok. Et justement, donc là, on a vraiment vu la partie matérielle. On voit qu'il y a encore une diversité énorme. Et comme tu le dis, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Maintenant, le home trainer, on enlève la roue, on vient se positionner. Enfin, ça se démocratise
J'ai l'impression vraiment depuis l'époque Covid, on va dire. Ouais. Et est-ce que déjà, on va passer à la partie vraiment application, côté ludique, côté motivation. Est-ce que déjà pour utiliser mon home trainer, j'ai besoin d'utiliser une application où je peux le faire de façon totalement normale avec un téléphone classique? Il y a une app. Est-ce qu'il y a une app qui est fournie gratuitement avec le home trainer déjà? Alors en général, pour les grandes marques, oui, il y a une app classique qui est fournie avec le home trainer, donc pour pouvoir l'utiliser, régler sa résistance, voir sa distance, sa vitesse, et donc ça c'est assez bien fait. Maintenant, il existe toute une panoplie d'applications extérieures qu'on peut venir rajouter en plus. Ces applications sont généralement payantes. On ne doit pas avoir spécialement une application comme ça pour pouvoir utiliser le home trainer. Vu qu'ils ont prévu une app d'origine, on n'a pas besoin d'avoir cette application externe. Maintenant, ça rend l'utilisation plus ludique, plus professionnelle aussi. Ouais. On le constate. Hein. On a un grand sur le marché, on va le citer, c'est Zwift. Ouais. Il y a une petite exception avec le home trainer. Ils viennent de sortir le Wahoo Zwift Cog, donc avec une seule vitesse et une manette pour venir changer la résistance. C'est très sympa, c'est très fluide. Moi, je reste un peu prudent par rapport à ça parce que c'est un peu une manière de venir un peu coincer le consommateur et devoir utiliser de manière obligatoire leur application pour pouvoir utiliser ce système. Donc, c'est relié les deux. Donc, ce home trainer est relié uniquement, enfin en tout cas, ce système est relié uniquement avec l'application Zwift. Et donc, si demain Zwift décide d'augmenter les prix, clairement, on se retrouve bloqué et devoir assumer l'augmentation de tarifs, quoi. Donc, moi, je prône quand même une utilisation d'un home trainer classique sans se mêler trop à une application. On peut prendre une application parce qu'on a des affinités. Moi, personnellement, j'utilise Full Gas, j'adore. On a tous les parcours Ironman dessus, donc c'est assez sympa. Et demain, Full Gas m'énerve et je suis un peu lassé. Je passe sur une autre application, Training Peaks, KinoMap, peu importe. Hein, il y en a énormément sur le marché. Ouais, parce que c'est vrai, comme tu le dis, il y a cet aspect vraiment motivation, aussi budget qui vient arriver dans notre choix, on va dire. Mais c'est vrai que, par exemple, Zwift est arrivé sur le marché très très fort, comme tu le dis, ça se démocratise. Ça reste que personnel, c'est mon avis, mais tu vois, je ne suis pas très dans le monde imaginaire, on va dire, et du coup, j'ai du mal à me motiver sur Zwift. Est-ce que du coup, par exemple, j'ai jamais essayé Full Gas, mais est-ce que c'est plus réaliste? Est-ce qu'il y a vraiment cet état d'esprit sur certaines apps? On peut avoir du réalisme, sur certaines apps, on peut avoir un peu du jeu, on va dire. Il y a vraiment de tout sur ce marché-là? Zwift, clairement, est devenu le jeu vidéo du cycliste. Hein. Il y a même une histoire d'ego derrière. Hein. Les mecs se tiraient la bourre parce qu'il y en a un qui pousse 20 watts de plus et il doit absolument le rattraper. Donc ça peut être un peu motivant. Maintenant, dans la multitude de ces apps, moi, je préfère un peu une réalité virtuelle. J'en parlais avec Full Gas où on a vraiment le circuit qui est filmé en vrai. Ça permet d'avoir une sensation qui est un peu plus concentrée sur le circuit. Finalement, j'ai utilisé quand même Zwift pendant quelques années au départ et je me suis rendu compte que je regardais même plus l'écran. Je finissais par regarder une petite série ou quelque chose sur le côté et je perdais un peu la fonction même du produit. Donc, moi, perso, je suis un peu comme toi. Je n'aime pas trop le côté virtuel et le jeu vidéo. Donc, je préfère utiliser une app de réalité type Full Gas ou Tax aussi propose sa propre app. Okay. Où c'est toujours de la réalité qui est filmée. Et donc, on peut aller grimper le Mont Ventoux et se retrouver dans le Mont Ventoux. C'est assez sympa. Et justement, après, ça, c'est mon positionnement d'athlète et mon ouverture sur ces sujets-là. Mais je trouve que, on va dire, Zwift, ça rejoint un petit peu Strava. C'est-à-dire que ça motive énormément de gens parce qu'on a cet aspect jeu. On arrive dans un peloton et tu n'as pas envie de le lâcher parce que tu te dis, ah, c'est bon, je vais rester avec eux pendant toute ma session. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un biais qui peut se cacher derrière? Parce que comment l'outil vient calculer ta vitesse? Parce que des fois, tu vois, tu fais une course avec certaines personnes et tu te rends compte que certains sont devant, certains sont derrière, alors que est-ce qu'il n'y a pas un biais qui se cache derrière? Comment il arrive à calculer cette vitesse-là par rapport à ton watt de données? Ouais, alors de base, on est censé rentrer toutes ces données dedans, donc son âge, son poids, sa taille. Au fur et à mesure des entraînements, l'app va calculer automatiquement ce qu'on appelle les FTP, les puissances, etc. Malheureusement, comme dans la vie et dans la vraie course, on a certains qui viennent tricher. Ouais. Ils trichent tout simplement en venant changer leur poids. Et donc le watt par kilo va être tronqué sur l'app. Et donc ils vont rouler plus vite que la réalité de ce qu'ils font, de ce qu'ils poussent.
C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Même là-dessus, ils arrivent encore à tricher. Moi, je me suis un peu déconnecté de ça parce que, effectivement, en tant que compétiteur, on se prend vite au jeu. Donc ça, c'est peut-être le côté sympa aussi. Attention, je suis pas en train de dénigrer Zwift totalement, mais ça permet d'avoir un peu de challenge, de venir un peu se challenger par rapport aux autres. Mais attention, soyez prudents parce que clairement, quand les mecs changent leur poids, 2-3 kilos peut déjà faire une grosse différence en wattage par kilo. Donc, je serais prudent par rapport à ça, mais ça reste quand même un outil sympa et motivant. Ouais, c'est ça, parce que comme tu le dis, il y a tous ces aspects-là, mais c'est vrai que c'est plus un signal d'alerte, parce que des fois, on voit, ils organisent des courses, etc., et c'est super bien fait, mais ils organisent une course, il y a 2000 participants, et tu te dis, mais par rapport au ratio que tu as l'habitude de voir, des fois, tu es totalement sur un autre ratio, mais en fait, il y a ce système-là de poids qui peut être tronqué, qui finalement vient avoir son impact. Donc, c'est assez intéressant d'avoir vraiment tous les aspects. Après, c'est vraiment un choix du consommateur d'utiliser telle app, tel home trainer, etc. Et une question que je me posais pour finir ce podcast, c'est de me dire, mais finalement, on voit de plus en plus les gens, étant fait partie, les athlètes voyager pour pratiquer leur sport. Des fois, quand on voyage pour faire une longue distance, du coup, on arrive, on va dire, de temps en temps avec un décalage de temps plus conséquent. Mais si je prends un exemple d'il y a quelques mois, tu vois, nous on était à Malaga, très centre-ville, et quand on regarde sur les réseaux sociaux, les athlètes qui font le court distance, eux, ils s'entraînent tout le temps sur home trainer, tu vois, parce qu'ils disent, voilà, finalement, dans la ville, c'est compliqué, des fois, de faire sa séance, etc. C'est possible de voyager avec un home trainer ou justement, là, il y a une solution qui est un peu plus adaptée qu'une autre? Écoute, je me suis toujours posé un peu la question aussi. J'ai toujours cette image de Jan Frodeno qui s'entraîne à Hawaï avec son Zwift. Clairement, j'imagine qu'il ne l'a pas trinqueballé entre l'Allemagne et Kona. Il existe des petites solutions. Je pense à la marque Feedback qui propose des home trainers où en fait on a un pied avant sur lequel on vient fixer la fourche et juste un petit rouleau mais qui est microscopique et qui est assez léger qu'on peut venir replier et transporter pendant les trajets plus longs. Je pense que j'en ai parlé avec Claire justement qui est intervenue aussi en podcast. Je sais qu'elle le fait en voyage. Et souvent, c'est plus peut-être un accès sécuritaire et pratique donc pour ces athlètes, où effectivement, ils se retrouvent dans un centre-ville où il n'est pas possible de rouler tant que la circulation n'est pas bloquée, où il y a du risque. J'ai eu l'expérience, moi, en Chine, sur un 70.3, où finalement, rouler dans le centre, c'était quasi impossible. Et ouais. C'était vraiment du gymkhana en permanence entre les voitures, et donc le risque, la sécurité... c'est assez intelligent de venir chercher son home trainer à ce moment-là, de prendre son home trainer avec, mais c'est des petits home trainers portables. Okay. C'est un peu de la contrainte en plus, mais à réfléchir. Ouais, clairement, ça peut être une solution. Parce qu'on voit de plus en plus nos athlètes pro, même sur longue distance, comme tu le dis. Tu vois, quand on regarde vraiment tous les athlètes qui font les championnats du monde, même sur le circuit T100, on les voit sur justement ces home trainers, Wahoo, sur les kickers, etc. Mais on se demande, avec notre recul d'amateur, mais comment ils font. Mais en fait, ils n'ont pas les mêmes problématiques finalement que nous, parce que déjà, tu emmènes ton vélo, la valise et le poids, en général, c'est 20-30 kilos, alors qu'un home trainer, c'est déjà super lourd. Il y a quand même des home trainers, tu penses, qui sont plus adaptés, par exemple, sans parler de voyage en avion, plutôt de voyage, pour le coup, en voiture. Je vois, moi, par exemple, entre le Wahoo que Sandra, elle a à la maison, et moi, celui que j'ai choisi, le Garmin, qui est très volumineux. Est-ce que ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et il y a des marques qui sont un peu plus compactes dès qu'on commence à voyager en voiture? Oui, de manière générale, le poids de ces home trainers classiques connectés sont assez similaires. Par contre, je prends l'exemple du Wahoo Core qui n'a pas de petite poignée pour le transporter. Ça, c'est parfois un peu contraignant. Bon, ceci dit, on peut le replier, donc ses pieds se replient. Moi, j'aime quand même bien l'idée d'avoir une petite poignée. On vend Zycle aussi, qui est une marque un peu secondaire ici en magasin. C'est fourni d'origine avec une poignée pour le transporter. Maintenant, ça reste quand même 25-30 kilos ce genre d'article. Donc, avec son traîneur, aller le mettre dans le coffre, en plus du vélo, on a déjà pas mal d'équipements pour les trois sports à transporter. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, c'est vraiment une question de circonstances locales. Le jour de la course, ou en tout cas les semaines qui précèdent, si on part à l'avance et qu'on se retrouve dans un lieu où on sait qu'on n'a pas de solution pour rouler, ça peut être chouette de venir transporter son home trainer. Cette poignée peut être pratique. Maintenant, effectivement, les Garmin, les Tacx sont assez volumineux avec leurs pieds.
Je ne pense pas qu'ils aient de poignées, je les connais pas tous par cœur, mais a priori ils n'ont pas de poignées pour les transporter. Le Wahoo, le corps ne l'a pas, mais par contre le modèle au-dessus, le Kicker Power, lui a une poignée pour le transporter, en plus du pied qui est pliable. Donc voilà, on le voit de moins en moins, il est de moins en moins vendu, mais c'est peut-être pratique pour le transporter. Ouais. Ouais, bah justement, tu vois, et c'est là où nous, c'est celui qu'on a à la maison, par exemple. Mais tu vois, je me suis un peu alerté l'autre jour parce qu'on est arrivé justement dans le Airbnb avec le home trainer. Et quelque chose que je voulais partager aux auditeurs quand même, c'est justement, comme tu disais, toutes les pièces qui sont fournies avec. Quand on a la maison, finalement, elles ne bougent jamais. Et là, je me suis rendu compte, arrivé là-bas, que sur le vélo, elles n'y étaient plus, quoi, sur le home trainer. Finalement, il y a quand même cette partie où il faut les enlever à chaque fois et les transporter pour pas les perdre, quoi. Ouais, clairement, on a tous eu la blague en transportant le home trainer où on perd ces fameux axes. Bon, là, il n'y a pas de solution, il faut aller en racheter, quoi. Ouais. Moi, je propose vraiment clairement de les enlever, ce que je fais maintenant par expérience, parce que ça m'arrivait également. Je mets ça dans un petit sachet, hein, Ouais. donc j'enlève ces axes et je mets ça dans un sachet et je transporte ça séparément, quoi. Donc, à ne pas oublier, c'est un tip effectivement qui est pertinent. Parce que c'est hyper frustrant d'aller transporter son traîneur 30 kilos, tout content, puis on arrive le jour J à le déposer dans le lieu de vacances, entre guillemets, Ouais. puis on se rend compte qu'on peut pas mettre le vélo dessus parce qu'on a perdu les axes et qui sont sur la route ou dans le coffre de la voiture, ou quand ça se passe bien, c'est dans le coffre, quand ça se passe mal, c'est sur la route, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était une mauvaise blague. Donc, en tout cas, merci pour tout ce partage. On voit encore une nouvelle fois que même sur le matériel hors compétition, plutôt typé entraînement, il y a encore une multitude de solutions. En tout cas, de ton côté, que ce soit en magasin ou sur le site e-commerce, tu as toute cette partie conseils et choix. Donc en tout cas, merci Arnaud pour tout ce partage parce que je pense que c'est un vrai sujet et on est tous un peu perdus et on répond tous un petit peu aux questions de nos potes différemment, toi en magasin. Donc c'est un peu l'avantage de faire ce genre de contenu. Donc merci beaucoup et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ton soutien nous permet vraiment de continuer à développer ce podcast et de te donner du contenu en accord avec tes attentes. Alors abonne-toi directement sur la chaîne YouTube et laisse-nous un commentaire directement sur cette vidéo. N'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!